Moi, je suis choquée de ce que vient de dire notre collègue parce qu'il reconnaît la réalité des situations qui ne sont pas quelques cas. On parle de 1,7% des naissances, ce n'est pas quelques cas. Ce sont des milliers d'opérations qui ont lieu. Et pour le coup, en utilisant un argument militant de son point de vue, vous refusez en fait d'aller au bout de la logique que pourtant vous semblez saisir sur cette ambiguïté, comme vous l'appelez, cette indéfinition, ces variations qui existent matériellement, biologiquement. Et je trouve ça vraiment dommage, là, de votre vote à vous, mais du coup, vous faites le reproche d'utiliser des termes dans une explication de vote qui est que chacun justifie à l'aune de sa vision, mais au-delà de ça, quoi que vous pensiez de la théorie du genre, de ces constructions, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de la réalité vécue par des personnes qui sont mutilées. Oui, qui sont mutilées, et ça, ce n'est pas un terme militant, c'est un terme qui est repris dans énormément de textes, de rapports sur cette question-là. Par rapport à ce que disait la ministre et le rapporteur, tantôt, oui, il n'y a pas d'urgence vitale, mais quand même, il y a des opérations, vous parliez des risques de cancer, quand il y a un pronostic, il y a un suivi médical qui est possible. Donc ça ne veut pas dire qu'on va laisser les personnes avec des risques de maladies qui vont avoir lieu et se développer sans qu'il y ait de suivi. Il y a toujours un suivi. Et par ailleurs, je vous rappelle, et vous le savez aussi, les conséquences des opérations, parce qu'il y a des conséquences qui nécessitent des suivis très lourds, physiques, physiologiques, psychologiques. Rappelons-le que les complications post-opératoires des chirurgies médicales sont fréquentes. Résultats cosmétiques insatisfaisants, défaillance urétrale, fistule, déhiscence, difficultés mictionnelles, sténose, urétrocèle, difficultés sexuelles, la courbure persistance du pénis, les troubles de l'érection chez les garçons, sténose vaginale chez la fille. Ce ne sont pas des pathologies simples, ce ne sont pas des pathologies effectivement qui mettent en cause le diagnostic vital, mais qui pèsent très lourdement dans la vie de ces personnes. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de toute façon de suivi médical parce que, y compris même quand il n'y a pas l'ensemble de ces conséquences, il y a un suivi, il y a la prise d'un certain nombre de médicaments, etc. Donc, je crois qu'au contraire, quand nous restreignons et que nous disons hors urgence vitale, on comprend bien que du jour au lendemain, les personnes, les enfants, avec leurs parents, ne seront pas laissés sans accompagnement, sans suivi très attentif. Donc, je pense que cette partie des arguments ne tient pas. Et y compris Madame la ministre qui nous accusait d'une forme de binarité. Au contraire, ce que nous disons, c'est justement, étant donné la diversité des types de variations ou d'ambiguïté, appelez ça comme vous voulez. Il faut laisser la possibilité que la détermination se fasse, et y compris qu'on puisse, chers collègues bretons, choisir une assignation, mais que ce soit la personne qui le fasse, qu'on puisse cocher une case et se reconnaître dans cette construction, que ce soit la personne qui passe. Ce n'est pas effacer cela. Ce n'est pas effacé, au contraire, de votre point de vue, ça devrait aller dans le sens d'affirmer une identité bien définie, comme on dit. Aussi définie, soit aussi étroite, on peut considérer que c'est trop étroit. Mais au contraire, c'est laisser la liberté et la possibilité que les personnes puissent affirmer à un moment donné les choix qu'ils font et peut-être affirmer de ne pas faire de choix. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc vraiment, c'est vraiment très difficile d'entendre ou les arguments pseudo-techniques qui n'en sont pas, parce qu'en vérité, on parle là de cas qui sont suivis, qui nécessitent d'être suivis, et d'une attention qui est donnée dans tous les cas. Et on nie, encore une fois, cette parole, je le répète, ce ne sont pas quelques cas, ce ne sont pas quelques... et nous prendrons le temps de le faire, parce que je crois que ce n'est pas la première fois qu'on pose ces questions. On a enfin une reconnaissance de sa légitimité du point de vue au moins bioéthique, et je crois qu'on ferait un vrai pas, et ce serait pas simplement un pas symbolique, mais qui aurait un véritable impact direct sur la vie des personnes concernées, et je crois qu'on a pris les précautions. Ces amendements qui sont repris par plusieurs groupes ont été justement pensés pour les border, pour assurer que les médecins, les équipes médicales
puisse décider à un moment donné, si l'urgence vitale est en jeu, de faire ces opérations. Mais je crois là qu'on a un outil législatif qui tient la route et qu'il serait vraiment dommage, regrettable, y compris désastreux pour beaucoup de personnes, que nous refusions de faire ce pas. Alors d'abord, je pense que, y compris, on pourrait parler de psychanalyse militante ou pas du tout orientée et très objective. Mais enfin, pour reprendre votre argument, la confusion, elle existe déjà. Les questionnements, ils existent déjà. Et ils sont rendus encore plus douloureux, plus problématiques, y compris psychosociologiquement, par les réassignations forcées. Et c'est ça ce que disent. Mais bien sûr, chers collègues, vous avez certainement utilisé, vous avez certainement lu les témoignages, mais c'est tout le problème que posent ces assignations sans le consentement, sans que la personne puisse avoir fait ce parcours. Et je pense qu'on ne rentrera pas dans une discussion sur la psychanalyse, quelle école psychanalytique à laquelle vous faites référence, mais il y a aussi des recommandations. Il y a aussi des recommandations psychanalytiques et psychologiques sur la nécessité d'entendre le cheminement propre de l'enfant, sur la nécessité de laisser cette liberté. Et enfin, ce que nous proposons, ce n'est pas d'ouvrir à tout va. Ce n'est pas vrai. C'est par rapport à ce que disait notre collègue breton sur les questionnements qui existent, de se donner le temps de trouver ces réponses aux questionnements. Et donc, ce n'est pas une espèce de foire à chacun fait ce qu'il veut. C'est encadrer les choses, parce qu'encore une fois, je vous répète, vous avez lu attentivement ces amendements, ils sont très cadrés, ils sont encadrés par des équipes, par des praticiens de toutes les disciplines pour que les questionnements qui existent puissent trouver des réponses et qui permettent le développement des personnes. Donc encore une fois, je vous renvoie aux travaux, même si on n'aura pas le temps de les rediscuter ici, mais vraiment, je pense que l'attitude que vous avez eue et qui a suscité ma réponse est typique de ce que témoignent les personnes concernées, où on leur explique pour leur propre bien comment on va remettre encore en cause on a remis en cause leur intégrité physique, et qu'on continue à ne pas vouloir entendre la réalité biologique et corporelle de ce que ça a eu comme conséquence, et y compris les réalités psychologiques et psychanalytiques. Et je pense que, j'espère que ce débat aura au moins ouvert la compréhension de ce que ça a de terrible et de mutilant et d'extrêmement aliénant pour les personnes concernées. Je crois que c'est notre responsabilité si on parle de bioéthique. Et vous permettrez, excusez-moi, chers collègues, que l'on finisse sur ce sujet, parce que je crois que ce n'est pas un petit sujet, et qu'on est là pour ça aussi, par respect pour les personnes concernées, de au moins respecter que cette parole soit entendue pour une fois dans cet hémicycle.